21h, les tontons du mondial, Emmanuel Galasso. Bonsoir à tous et bienvenue dans les tontons du mondial sur Sud Radio. Ravi de vous retrouver comme tous les soirs pendant cette Coupe du Monde. On vous accompagne jusqu'à 21h et ce soir, je vous le dis tout de suite, le programme est chargé. Mais avant que je vous donne le menu, petit tour de table de nos tontons présents ce soir. Arnaud Tulipier, ex-rédacteur en chef de France de F. Je vais y arriver, ex-rédacteur en chef adjoint de France Football. Il y a beaucoup de ex et d'adjoints, donc il faut en faire une phrase. Bonsoir Arnaud. Oui, c'est de ma faute. Je vous promets, la prochaine fois, ça sera plus direct. Promis. Salut Manu, salut à tous. Et ravi de faire l'émission avec toi. Et une tata. Et autour de la table également Virginie Guillen. Bonsoir Virginie. Bonsoir à tous. Journaliste et arbitre amateur au niveau régional, région Occitanie, on peut te situer là. C'est ça, pour la Ligue Occitanie, la meilleure ligue de France. Et vous le savez, les tontons n'est pas une émission comme les autres, donc on a un tonton qui est à distance, qui est dans la voiture. Ouais, il s'est fait un petit arrêt sur l'autoroute, il se prend son petit casse-croûte. Nicolas Villas, journaliste, est avec nous. Bonsoir. Nicolas, est-ce que tu m'entends ? Ouais, salut tout le monde, désolé. Mais non, mais je t'en prie, c'est un plaisir de t'avoir. On préfère t'avoir en studio, mais à distance, c'est très bien aussi. On expérimente des choses dans les tontons. C'est magnifique, Nicolas. Dans un instant, les amis, tout de suite, je vous donne le sommaire. On va y aller. Là, je sens que les crampons sont aiguisés. Sommaire de l'émission terminera avec Nicolas Villas en studio. On le souhaite. Il va nous faire son penalty après l'élimination du Portugal en Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, on se pose la question, stop ou encore ? Lui, il a dit stop, mais on connaît Cristiano, c'est un homme de défi. C'est possible qu'il prolonge le plaisir dans 4 ans. La post-fraîcheur, évidemment, à 48 heures du quart de finale face au Maroc, on vous donnera les clés du match, les dernières infos sur les Bleus. Et plus globalement, on va se poser la question, quelle équipe peut battre les Bleus dans cette Coupe du Monde ? Et le coup d'envoi, alors là, je vous le dis tout de suite, on va revenir sur les propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Céleste Amaria, qui est devenue carrément une affaire d'État. Emmanuel Macron lui a répondu, et c'est pas la première déclaration raciste dans ce mondial. José Luis Chilavert, Bastian Schweinsteiger, Bogdanovic et d'autres ont tenu des propos racistes envers elle. Alors on vous pose la question ce soir, cette Coupe du Monde est-elle révélatrice du racisme dans le foot ? Et c'est le sondage du soir pour donner votre avis. Ça se passe sur tous les réseaux Sud Radio. On vous attend. Ce soir, plus que jamais, dans les tontons du mondial, on va parler vrai. Et tout de suite, on s'échauffe. Les tontons du mondial, l'échauffement. Et oui, c'est toujours un grand moment quand les tontons s'échauffent. Virginie, t'es un peu cardio, toi ça se voit, t'es fit. On imagine Nico en train de s'étirer dans la voiture et ça fait pas rêver. Et notre Arnaud, plutôt bien, plutôt bonne condition physique aussi. Toi Arnaud, t'es chaud, t'es prêt à attaquer l'émission. Oui, là, tu te fous de moi là, mais c'est non, pas grave, je te sens bien. Je le sens dans le regard, c'est dans le regard que ça se joue mais beaucoup. tout est dans le regard chez moi, attention. Allez, on attaque tout de suite avec le débrief d'Argentine-Égypte qui vient de se terminer. La fin de ce match, on a vibré, on va pas vous mentir, on le regardait dans la rédac juste avant. Ça a été un retournement de situation sur retournement de situation. On a vu le moment où l'Argentine se faisait éliminer. Mais c'est terminé, 3-2 pour l'Argentine, c'est un match fou. Arnaud, tout de suite avant de parler de ce match, est-ce que tu as le souvenir comme ça d'un gros qui a autant tremblé avant de retourner la situation et de se qualifier là ? Dans ce mondial, c'est une première, un gros qui s'en sort aussi bien. Oui, bien sûr, mais d'un autre côté, on peut dire que la Belgique, qui n'a pas évidemment le statut de l'Argentine, qui est pas championne du monde, mais qui a quand même fait quelques petits trucs, il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, elle nous a fait un renversement comme ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on aime le foot, je pense, il y a le basket aussi où on peut rattraper très très vite des gros écarts, mais il y a que le sport et il y a que le football pour nous donner de telles émotions. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match, ouais. L'Égypte marque 2 buts, 2-0, marque même un troisième qui est annulé, mène 2-0. Et puis tout d'un coup, ça bascule dans l'irrationnel, comme disaient des amis à moi. Ouais. Et le foot, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'il nous fait vibrer, c'est pour ça qu'on le suit, c'est pour ça que vous nous entendez, les amis, que vous nous écoutez. Et c'est pour ça qu'on sera comme des fous, encore une fois, à 22h ce soir pour la suite de ces matchs à élimination directe. Parce que, en fait, c'est ça le truc, c'est l'odeur du sang. Est-ce que l'Argentine va être éliminée ? Eh ben non, finalement, ils arrivent à renverser la table et à renverser l'adversaire. Et c'est pour ça qu'on aime tout ça. L'Égypte qui menait 2-0, même un but refusé, ils auraient pu mener 3-0. L'Argentine qui réduit le score par Romero à la 79e minute. Ensuite Messi, Fernandez en 20 minutes, même moins. Tout a basculé. L'Argentine a retourné la table. Virginie, qu'est-ce que tu retiens de ce match ? Alors je retiens déjà que le sélectionneur égyptien a bâti une équipe disciplinée. Ils ont rien lâché. Ils ont même fait peur aux Argentins, même à nous. On était devant l'écran. On a douté également. En tout cas, ils n'ont pas démérité sur ce match. Ils ont été incroyables. Je pense à l'image aussi de ce mondial, de leur parcours depuis le début. Donc bravo à eux parce que ils sont éliminés, mais en tout cas ils ont fait vraiment peur aux Argentins et Lionel Messi l'a tremblé. On a vu des gouttes couler à certains moments de son front. Lui qui soi-disant ne transpire jamais, je pense qu'il a transpiré là face aux Égyptiens. Nico, est-ce qu'on vient de vivre un moment d'histoire là déjà dans cette Coupe du Monde ?
Bah ouais, quand même. Et puis avec un joueur historique quand même aussi qui s'appelle Lionel Messi. C'est-à-dire, on peut dire ce qu'on veut, mais quand t'as un joueur de sa trempe et quand il a envie de s'énerver, il s'énerve. Pendant 75 minutes, quand même, une bonne heure de jeu. L'Argentine, ils se sont quand même fait bien bousculer. À 2-0, on pensait le match quasiment plié. Et puis il s'est énervé, une passe D, un but, un troisième but qui est venu. À 2-2, on s'est dit, ça y est, c'est mort pour l'Égypte. Alors qu'à 2-0 pour l'Égypte, on se disait, c'est mort pour les Argentins. Mais enfin, moi, ce que je trouve d'incroyable, c'est on a failli perdre en l'espace de quelques jours Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo sur cette Coupe du Monde, et Messi, il avait pas envie de s'arrêter là tout de suite, quoi. Arnaud, est-ce que on met l'Argentine depuis le début de cette Coupe du Monde avec l'Espagne parmi les favoris? Est-ce que ce scénario de match, on va dire, déclasse un petit peu l'Argentine parce qu'on a une Argentine loin d'être safe, ou est-ce qu'au contraire, finalement, c'est l'Argentine, c'est celle qu'on a connue en 2022, et c'est la mentalité, la grinta de l'Albiceleste qu'on retrouve, donc on la découvre pas, finalement, cette Argentine? Alors, eux, ils vont retenir ça. Eux, ils vont se dire, on revient de l'enfer, donc ça nous donne un supplément d'âme, etc. Mais alors à ce moment-là, la Belgique va être en finale aussi, parce que ils sont revenus de l'enfer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont manqué de maîtrise pendant, Nico vient de le dire, 75 minutes. Quand je dis qu'ils ont manqué de maîtrise, certes, il y a eu 2-3 arrêts de Schubert, le gardien égyptien, qui sort des dingueries, et c'est vrai qu'ils auraient pu revenir. Mais il manque d'une maîtrise totale. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, bien sûr, tout avait pas été parfait, mais il y avait un milieu de terrain qui tenait la baraque. Il y avait évidemment Messi, mais ça, j'en parle même pas parce que c'est une évidence. Il y avait quand même une cohésion dans cette équipe. Là, c'est juste, et c'est déjà énorme, mais c'est juste la peur du vide qui les a sauvés. Et je pense, le bras qu'a tremblé des Égyptiens. Il y a clairement eu une déconcentration, l'histoire de dire, aux mains, on est en train d'écrire l'histoire, justement. Dans leur esprit des Égyptiens, ça s'est vu, ils avaient des choix très francs, tu l'as dit Virginie, il y avait vraiment des choix qui étaient évidents, on ne prenait pas de risques, et tout d'un coup, on s'est mis à faire absolument n'importe quoi du côté égyptien, et pas forcément, en tout cas moi je l'ai pas ressenti comme ça, parce que les Argentins poussaient, ils se sont mis tout seuls à se dire, mais on va éliminer Messi. On va rentrer dans l'histoire. L'émotion prend le dessus. Sur l'Égypte, c'est bien que tu abordes la question de l'Égypte. Il faut 2 équipes pour faire un grand match. On annonçait le Sénégal et le Maroc parmi les grandes nations africaines de cette Coupe du Monde. Pas forcément l'Égypte, c'était pas les plus cités. Est-ce que cette équipe de l'Égypte, elle te cueille un peu, Virginie? Tu dis waouh, je n'attendais pas à ce niveau-là de la compétition. J'attendais une équipe combative, puisqu'il y a quand même des cadres qui ne sont pas, pas négligés en termes de technicité. Après, c'est vrai que de là à faire peur comme ça à l'Argentine, j'ai été assez surprise, et j'y ai cru aussi qu'ils allaient les éliminer jusqu'à ce que l'Argentine renverse la tendance, mais ils étaient pas loin s'il n'y avait pas eu aussi le but du coup annulé aussi par François Le Texier qui revient à la faute. Je pense que là ça a été chaud pour les Argentins. Nico, toi, cette équipe de l'Égypte, est-ce qu'elle te surprend, ou est-ce que quand même t'avais vu, ne serait-ce que pendant la CAN ou les autres compétitions, une promesse qui a été tenue ce soir? Disons que sur le match là, ils sont quand même surprenants parce que c'est l'Argentine en face, mais au final, la malédiction, on pensait qu'elle allait tomber là. On rappelle que l'Égypte, ils ont jamais gagné un match à élimination directe en Coupe du Monde. Et puis surtout, c'est l'équipe paradoxale du continent africain. Ils ont le record de victoires en Coupe d'Afrique des Nations, et en Coupe du Monde, ils ont jamais vraiment performé, et notamment sur les dernières années. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de CAN qui remontent quand même pour l'Égypte aussi, mais il y a quand même eu toujours cette forme de paradoxe. Ils ont un championnat qui est très puissant, et les joueurs égyptiens commencent à s'exporter depuis quelques années. Mais finalement, on se disait, ça y est, la malédiction va tomber, l'Égypte va enfin faire un truc de fou en Coupe du Monde, en plus face au tenant du titre. Et non, finalement, c'est tombé. Ils ont été étonnants encore une fois pendant les 3/4 du match, mais bon, il suffit d'un quart d'heure. C'est aussi là que tu vois les grandes équipes. Elles savent souffrir, elles savent faire preuve de résilience, et elles savent réagir. Et c'est ce qu'a fait l'Argentine. Mais ils m'ont quand même étonné, les Égyptiens. Ouais. Et pas seulement d'ailleurs sur ce match-là. Il y a eu d'autres matchs où ils ont été bons en termes de jeu. Ça s'est quand même pas joué à grand-chose aujourd'hui, mais c'est ce qui fait la diff entre une très grande équipe et une grande nation du foot. Et l'aventure continue pour l'Argentine dans cette Coupe du Monde, et elle reste, si je vous entends bien, parmi les favoris de cette Coupe du Monde. On enchaîne avec une autre qualif, celle de la Belgique face aux États-Unis. États-Unis, dernier pays organisateur qui est encore en course dans cette compétition, éliminé par la Belgique cette nuit, 4-1. Arnaud, 4-1. Est-ce que c'est l'écart entre les 2 équipes? Moi, j'ai été assez étonné par le score, j'avoue, j'imaginais pas un tel écart. En termes de joueurs, oui.
Mais ce qui est très étonnant, c'est que ça a été fait sans ces joueurs. Parce que quand tu regardes bien, t'as pas De Bruyne, t'as pas Doku, qui sont censés être les deux têtes de pont, on va dire, de cette équipe de Belgique. Et en fait, ce qui est incroyable, ce sont les choix. Le courage des choix de Rudy Garcia, qui voyant que en fait finalement ça se passait pas terriblement pour son équipe, ayant un petit peu étant ulcéré, je l'ai déjà dit à ce micro, moi je corresponds avec lui pendant cette Coupe du Monde, il avait marre que la presse se moque carrément de cette vieille garde, il l'a défendu, mais il a fait des choix très forts et des choix payants, et c'est ça. Et moi surtout le petit paradoxe qui fait sourire, c'est que Donald Trump, il a été révélé aux yeux du grand public avec un programme qui s'appelait The Apprentice, et où il hurlait à la tête des gens qui étaient virés, You are fired, vous êtes virés. Là, mon Donald, c'est toi qui es viré parce que t'as voulu aller dans un domaine qui est pas le tien, quoi. Et il y avait un contexte particulier autour de ce match, on en a parlé hier dans les tontons, la présence de l'attaquant américain Folarin Balogun, qui aurait dû être suspendu, qui a finalement joué ce match. Est-ce que finalement la qualif de la Belgique met fin à la polémique, ou est-ce que ça crée quand même un précédent, Virginie ? Je pense que ça restera dans les annales. Alors moi, ce que je retiens de ce match aussi, c'est la performance du gardien belge, Thibaut Courtois, qui a été relativement pertinent, intéressant. Je l'ai vu comme un leader sur ce match. Je trouve que dans ce mondial-là, les gardiens font vraiment la différence aussi, à l'instar de parfois certains attaquants. Donc les gardiens, pour moi, ont été aussi les maîtres décisifs de ces scores et de ces qualifications. Et ta question ? La question, est-ce que ça efface la polémique Balogun ? Je pense qu'elle s'effacera jamais. Ça restera. Ça va créer un précédent. Nico, t'es d'accord avec ça ? Tu penses que ça crée un précédent, toi aussi ? On reviendra pas à la preuve, les Anglais s'engouffrent dans la brèche, les Croates aussi commencent à s'y mettre. J'ai vu qu'en plus, il y en a même, ils se foutaient de la gueule de Trump, pardon pour l'expression, mais en mode Oliver Kahn qui dit attends, on aimerait bien jouer la finale de 2002 parce que avec l'Allemagne contre le Brésil, parce qu'il y avait un carton jaune qui avait été donné à Ballack, et on aimerait bien l'annuler. Mais enfin. Déjà, ça va créer un précédent parce que ça va faire une forme de jurisprudence. En Coupe du Monde, c'était jamais arrivé. Et puis, forcément, ça va faire parler. Et là où je trouve, moi, où c'est quand même, mais c'est un mal pour un bien, finalement. C'est que là, toutes les polémiques qu'il y avait eu en marge de la Coupe du Monde, liées au visa, à cet arbitre somalien qui avait pas pu rentrer sur le territoire, le prix des places, le traitement de l'équipe iranienne. On avait tendance à mettre ça un peu sous le tapis parce que finalement, le jeu, les matchs avaient repris le dessus. Merci Donald, merci Gianni de nous rappeler que cette Coupe du Monde, elle est avant tout et éminemment politique, et que finalement Donald Trump il aurait rien dit, ce serait passé crème, c'est-à-dire on n'aurait pas su que Gianni Infantino il l'avait appelé, qu'il avait mis la pression, mais il peut pas s'empêcher de dire que c'est le roi du monde et qu'il maîtrise tout. Là il a mis Gianni dans la sauce, il s'est mis dans la sauce, il a mis ses joueurs dans la sauce et sa sélection dans la sauce. On a vu Pochettino très embêté pour en parler. Merci. Et Balogun qui se retrouve là-dedans sans le vouloir aussi. Merci Nico. Et sur Sud Radio, vous le savez, on parle politique, il n'y a pas que l'actualité sportive, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a la politique aussi, et ça vient de tomber, Marine Le Pen sera bien candidate en 2027. Toutes les infos avec Félix Mathieu. Oui, Marine Le Pen qui était sur TF1, elle s'exprimait à l'instant, puisque vous le savez, en milieu de journée, il y a eu la décision de la Cour d'appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens, condamnés pour détournement de fonds, mais avec une peine réduite par rapport au jugement de première instance, puisque l'inéligibilité a été réduite à 2 ans, ce qui lui permet donc de se présenter à la présidentielle, puisque le jugement de première instance avait commencé à s'exécuter dès mars 2025. Marine Le Pen, donc, qui sera candidate à l'élection présidentielle. Elle avait dit qu'elle n'irait pas si elle devait faire campagne avec un bracelet électronique. Oui. Mais sur ce point-là, justement, aux 20h de TF1, il y a quelques minutes, la présidente des députés RN et double finaliste de la présidentielle a bien expliqué que son pourvoi en cassation, puisque c'est l'autre info, elle va se pourvoir en cassation. Elle estime que son pourvoi en cassation la dispensera, jusqu'à la décision de la Cour de cassation, la dispensera de porter ce bracelet électronique. C'est pour ça qu'elle estime que la voie est désormais libre pour se présenter l'année prochaine. Merci beaucoup Félix pour cette bombe, on peut le dire, cette bombe. Mais vous savez, je disais qu'on parle de foot, on parle de politique aussi. Parfois les deux se rencontrent. On l'a vu avec la députée paraguayenne qui a eu des déclarations plus que malheureuses à l'encontre de Kylian Mbappé. Nombre de déclarations racistes record qui polluent complètement ce mondial. On vous pose la question ce soir, est-ce que cette Coupe du Monde elle est révélatrice du racisme dans le foot? Et je rappelle que c'est notre sondage du soir, disponible sur tous les réseaux sociaux. À tout de suite dans les tontons du mondial.
20h-21h, les tontons du mondial, Emmanuel Galasso. De retour dans les tontons du mondial avec, autour de moi, les tontons Arnaud Tulipier et Nicolas Villas et notre tata Virginie Guilin qui nous font le bonheur d'être avec nous ce soir. Et je le rappelle, notre débat ce soir, cette Coupe du Monde est-elle révélatrice du racisme dans le foot? C'est le sondage, la question qu'on vous pose dans le sondage disponible sur tous les réseaux Sud Radio et on en débat tout de suite dans les tontons du mondial. Les tontons du mondial. Le coup d'envoi. Oui, les déclarations racistes qui sont devenues légion dans ce mondial. La dernière en date a fait encore plus de bruit que les autres. C'est la sénatrice paraguayenne Céleste Amarilla qui s'en est pris directement à Kylian Mbappé en tenant ses propos. Et je m'en excuse par avance de devoir les dire. Un idiot qui n'a même pas appris à écrire au lieu du lait maternel. Il tétait des noix de coco et la chose la plus instruite qu'il ait jamais entendue, ce sont des chimpanzés. Kylian Mbappé a répondu avec intelligence et élégance. Il a dit qu'elle était indigne de sa fonction, méprisable et qu'elle ne représentait pas le peuple paraguayen, gouvernement paraguayen qui s'est tout de suite désolidarisé de Céleste Amarilla. Les messages de soutien à l'encontre en soutien à Kylian Mbappé se sont multipliés. Gianni Infantino, le président de la FIFA, Emmanuel Macron et la FFF, ils ont tous condamné ses propos et soutenu Mbappé. La FFF qui a même porté plainte et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. C'est bien hein, les messages de soutien, on a une pensée évidemment pour Kylian Mbappé, ça a dû lui faire chaud au cœur, mais est-ce qu'on s'attaque vraiment au problème juste avec des tweets et des déclarations, Arnaud? Voilà, alors ça, vous avez 6 heures ça va être long. Déjà sur cette histoire de, parce que moi, et c'est normal, tu soulignes les instances. Moi, ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est les autres footballeurs, les anciens, etc., qui ont tous pris fait et cause. Je sais même pas s'il faut commenter ce que dit cette dame en fait, parce que c'est tellement pathétique et c'est tellement misérable que en réalité, je préfère aller directement sur ton thème qui est est-ce que le foot est raciste en fait? Non, c'est la récupération du foot qui est raciste. Et c'est pas du tout la même chose. C'est l'environnement aussi. Ça montre totalement la place qu'occupe le football dans la société. On dit souvent, il y a des violences à cause du foot. Bizarrement, quand Lens a gagné la Coupe de France, il n'y a pas eu une violence. Donc, ce n'est pas une histoire de racisme, c'est une histoire de caisse de résonance. Des gens profitent de ce sport qui est le sport le plus universel au monde pour faire parler d'eux, faire essayer de faire passer leurs idées nauséabondes ou non. Oui. Et en réalité, c'est ça. Donc, le problème, c'est pas le foot ou la perception du foot, c'est l'éducation et la connerie, pardon de le dire, mais c'est ça. Alors, par contre, la fédération qui porte plainte contre cette dame, elle doit avoir son immunité, donc je pense que ça sert strictement à rien. C'est une enquête ouverte, peut-être plus symbolique quelque part qu'autre chose. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est totalement symbolique. Moi, vraiment, que le monde du foot, enfin, pour être raciste dans le foot, faut quand même être balèze parce qu'il y a quand même toutes les origines qui sont représentées et c'est ça qui est beau et c'est pour ça qu'on adore le football, c'est que tu viens comme tu es, vous savez, c'est un peu comme dans un restaurant américain d'origine écossaise, vous venez comme vous êtes. Là, c'est pas. T'as vu, j'ai fait attention de pas citer. C'est bien, c'est très fort, c'est très fort. On a tous l'image, mais ça n'a pas été cité. Et donc, maintenant j'ai faim, ça y est. Bon, bref, mais toujours est-il que voilà, le foot c'est dans la cour de récré jusqu'à la Coupe du Monde. Évidemment, n'importe qui peut pas y jouer avec un physique, mais t'as pas besoin forcément de mesurer 2,24 m, et je prends vraiment l'exemple au hasard, pour jouer à ce sport-là. Donc c'est pour ça que c'est un sport universel et peu importe ta couleur, etc. Je suis pas dans l'angélisme le plus total. C'est la réalité. Ces gens-là veulent juste faire parler d'eux. Point barre, et on va pas en faire très long avec eux parce qu'ils ne méritent pas. Nico, ton avis sur la question, tu penses que cette Coupe du Monde elle est révélatrice d'une forme de racisme dans le foot qu'on a sous-estimé? Écoute, moi c'est un thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant des années, j'en ai même écrit un livre, mais moi j'ai envie de te dire que c'est surtout à l'image et de la société. Je vois pas pourquoi le racisme existerait dans la société, il n'existerait pas dans le foot. C'est là où je suis pas totalement d'accord avec Arnaud, c'est que écoute, on voit les résultats des élections dans pas mal de pays et on voit quelles idées sont véhiculées. On voit où se passe la Coupe du Monde. On voit ce que Trump fait. Et je parle que de Trump, mais je pourrais parler de ce qui se passe en France et dans d'autres pays aussi. Je vois pas pourquoi le football serait imperméable à ça. Qu'il y ait une forme d'expression qui est peut-être un peu plus à l'image de ce qu'est la société. J'entends par là sa base et son socle, et le football est un sport populaire parce que, comme tu l'as dit, il peut être pratiqué par tout le monde n'importe comment. Ça, je suis d'accord. Mais il se trouve que dans tout le monde, il y a aussi des gens qui véhiculent, et parfois de façon totalement inconsciente, des idées discriminatoires et racistes. Et il n'y a pas de raison que le football échappe à ça. Et d'ailleurs, ce qu'on voit au cours de cette Coupe du Monde, parce que on parle de cette sénatrice
Mais il y a des consultants qui ont eu des propos limites. C'est passé en Serbie aussi. Pas limite d'ailleurs, répréhensible. Bah, je peux te donc il n'y a aucune raison. Nico, Rade Bogdanovic, ancien attaquant, qui a fait une déclaration sur la capacité de concentration des personnes de couleur. Je vais pas dire cette phrase parce qu'elle est encore plus intolérable que l'autre. Bastian Schweinsteiger, ancien milieu de terrain, qui a qualifié le football africain de sauvage, et José Luis Chilavert, ancien gardien paraguayen qui avait croisé la France en 98, qui a dit en affrontant la France, le Paraguay jouera contre une équipe africaine. Donc oui, on a des anciens joueurs qui se prêtent à ce triste lui, jeu. C'est un âne. Lui, ça, Chilavert, ça a toujours été un âne. Il n'est pas devenu. Oui, mais c'est un footballeur, Arnaud. Non, tout en à fait, fait. ce que je veux dire par là, c'est que il y a aussi des acteurs du foot. C'est pas que des supporters. Il y a des dirigeants. Moi, dans le livre, j'ai eu des témoignages de personnes qui n'ont pas cité de nom, mais il y a des dirigeants qui veulent blanchir leur équipe, qui veulent. Je veux dire, c'est des choses qui existent aussi. Hein. C'est pas que des personnalités politiques pour qui on vote. D'ailleurs, il y a certains joueurs qui se lancent en politique et pas qu'avec des idées hyper tolérantes. Donc, ce sont des choses qui existent aussi dans le monde du foot, hein, bien sûr. Non, malheureusement. T'as raison, Nico. Mais on dit peu ou prou la même chose, hein, en vérité. C'est-à-dire que c'est un reflet de la société et les gens savent très bien, ces gens-là savent très bien que ça va être beaucoup plus repris que s'ils parlent dans d'autres occasions, parce que d'un autre côté, les politiques reprennent tellement le football à leur compte pour essayer de se faire voir et faire semblant d'être comme tout le monde, en fait, d'être comme le peuple à qui ils appellent leur voix, que en fait finalement ils s'inventent on va dire une virginité avec ce sport, et ça leur permet de passer tout et n'importe quoi. En fait, il est là. Donc on dit un peu la même chose, mon Nico. Virginie. Assez d'accord avec les deux. Moi, ce que je pense de tout ça, c'est que, en effet, le racisme, c'est avant tout un sujet et une problématique sociétale. Ce que je peux ressentir moi en tant qu'arbitre au niveau amateur, au niveau régional, je suis confrontée aussi au racisme parfois. C'est pas que dans les grandes compétitions, au niveau amateur aussi ça existe, et c'est pas que ça vient pas que des joueurs, ça vient pas que des supporters, ça vient pas que des coachs, ça vient de tout individu. Pour moi, ce qui est dérangeant aussi, c'est la couverture médiatique qu'on met sur de telles personnes et de tels propos. Faudrait inverser le problème et justement plus mettre en lumière les parcours de certains joueurs, etc. plutôt que... Virginie, toi, dans le monde amateur, concrètement, t'es arbitre au niveau régional. Est-ce que tu sens que c'est sur les dernières années, il y a des consignes qui vous sont données d'être plus vigilants, de ne plus sanctionner? Peut-être qu'il y a même des protocoles. Tu vas nous dire, est-ce qu'il y a des protocoles qui ont changé ces dernières années autour des questions du racisme, des actes et des propos, ou même toute forme de rejet, hein, homophobie ou autre? Est-ce qu'il y a eu une évolution de ce côté-là? En tant qu'arbitre, on reçoit donc chaque année des directives de nos ligues, donc en l'occurrence de la Ligue Occitanie, qui est donc régie par la FFF, la Fédération Française de Foot. Nous, les directives qu'on a, c'est de rien laisser passer, tolérance zéro, que ce soit pour les propos racistes, pour les propos homophobes ou pour les propos racistes. Vraiment, c'est le protocole, en fait, il est relativement connu de tous, donc c'est en 3 étapes. En premier lieu, tu interromps le match, tu demandes d'annoncer dans le stade du coup la cessation des propos discriminatoires. Tu suspends le match, tu fais rentrer les joueurs au vestiaire, et si quand tu reviens du coup les propos discriminatoires ne sont pas arrêtés, là c'est arrêt du match définitif. Et après donc rapport à la commission compétente, rapport aux délégués, etc. Mais t'as quand même il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, notamment de la part des arbitres, de la part des coachs aussi, j'ai l'impression, de la part des supporters, ça dépend lesquels, mais en tout cas c'est un sujet qui est de plus en plus mis en lumière, et tant mieux s'il y a derrière des sanctions, c'est ce qu'il faut tout simplement. Arnaud, on va parler concret. Est-ce que toi tu as eu des cas, tu as entendu des choses, ou même tu as peut-être été obligé d'arrêter des matchs sur des... On va rappeler, tu arbitres en R1, ce qui est quand même un niveau qui commence à être important, c'est juste en dessous du niveau national. Ouais. Est-ce que tu as eu des choses comme ça, tout simplement? J'ai eu beaucoup de choses, que ce soit les propos homophobes, racistes ou sexistes. Alors oui, en effet, donc on suspend le match dans ces cas-là. On fait intervenir la personne qui s'occupe de la sécurité pour du coup faire arrêter les personnes qui ont de tels propos, les sortir de la tribune. C'est intolérable. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire non mais là je reprends pas, en fait c'est hors de question tant que les individus ne sont pas hors du stade. Vous me les foutez dehors, sinon moi je dépose le sifflet, c'est pas grave. C'est quand tu viens arbitrer en l'occurrence quand t'es arbitre amateur, amatrice,
t'arbitres en régional, tu viens pour encadrer un jeu, pour prendre du plaisir. Tu viens pas là pour soit te faire insulter, soit entendre des insultes de la part des autres joueurs, ou même voir des joueurs se faire sur le bord du terrain aussi. Ah oui, de toute façon le foot en fait c'est vraiment un ensemble, c'est pas que ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qu'il y a autour. Et parfois en fait ce qui est le plus difficile pour nous à gérer en fait c'est pas tant ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui se passe autour. C'est les tribunes, c'est les coachs, ça peut être la pression aussi médiatique parfois, les réseaux sociaux maintenant qui rentrent en vigueur. Donc nous les arbitres on est vraiment aussi épiés, on peut être parfois des images, elles sont reprises, où on commente aussi parfois nos décisions encore plus maintenant avec les réseaux sociaux et des images restent, etc. Donc on fait attention en tout cas de toujours bien encadrer les rencontres et propos racistes, homophobes et sexistes, c'est vraiment tolérance zéro, c'est les directives qu'on a eues de la FFF. On continue sur ce sujet parce qu'on n'est pas allé au bout de cette vaste question, il y a encore des choses à dire, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio dans les Tontons du Mondial. 20h-21h, les Tontons du Mondial. Avec Impulse qui accompagne les choses. Emmanuel Galasso. De retour dans les Tontons du Mondial avec l'équipe autour. Nicolas Villas qui est à distance, qu'on embrasse, qui va peut-être nous rejoindre dans l'instant l'autre. Nicolas, toujours là, tout va bien ? Je viens de passer devant l'accident pour que tu vois. Ah, c'est formidable. Alors, on peut pas te voir. On non, imagine. C'est pas formidable, mais bon. Un petit point route, Nico, depuis le point trafic. Un petit point trafic. Oui, alors écoutez, en tout cas, ça bouche à mort sur la 13, hein, sachez-le, c'est un délire. Voilà. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, fuyez la 13 et fuyez Nicolas Villas. Tant que vous êtes, parce qu'il est sur la 13. Arnaud Tulipier et Virginie Guillen, vous les avez entendus, sont également autour de la table. Alors, on avait un sujet qui était un peu plus lourd que les blocages sur la 13. On parlait de cette Coupe du Monde, du racisme dans cette Coupe du Monde. On avait Virginie qui faisait un témoignage super intéressant en tant qu'arbitre dans le monde amateur. Et là, j'ai envie de rebondir sur des situations qui ont eu lieu dans le monde pro, des instances, la FIFA, par exemple, qui avait demandé l'interdiction de stade à un supporter anglais qui avait eu des propos racistes, des insultes racistes. C'était à l'encontre d'Antoine Semenyo pendant Liverpool-Bournemouth. L'UEFA qui avait désigné également un inspecteur disciplinaire après les accusations portées par Vinicius contre Bresciani, Benfica Real en Ligue des Champions. Nicolas, est-ce que finalement les instances peuvent faire plus ? Est-ce qu'on attend trop d'eux ? Et est-ce que pour reboucler sur ce que disait Virginie, finalement c'est pas l'éducation des esprits dans le monde amateur et dès le plus jeune âge qui peut nous sauver de ces dérapages ? Oui, mais alors après, c'est toujours la même question. Est-ce que le fait de faire de la prévention et de l'éducation, ça doit pour autant dire qu'il faut pas de la répression ? C'est-à-dire, moi, la chose qui me contrarie le plus face à ces questions-là, c'est que ils annoncent à chaque fois qu'il y a des événements plein d'émotions, et ce qui est normal, mais les règlements ils prévoient des sanctions sportives pour les clubs, ils prévoient des sanctions économiques, et tu le comptes sur le doigt d'une main le nombre de fois où ces sanctions ont été prises. Donc il y a un moment, les règlements, ça fait 15 ans qu'ils existent pour réprimander ces questions-là. Mettez les règlements en application. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est une question. Pour moi, la question du racisme, elle est systémique. C'est pas une question de le foot, les tribunes ou quoi. C'est dans le monde du football. Il y a une question de représentativité qui est pas fidèle à ce qu'elle devrait être. Voilà pourquoi il y a autant de joueurs et issus de la diversité. Pourquoi il y a si peu de dirigeants et de postes à responsabilité qui sont occupés par ces personnes-là. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser aussi. C'est pas juste quand il y a un truc qui se passe dans un stade. C'est regarder ce qui se passe autour de nous et regarder qui prend les décisions et qui, finalement, prend les sanctions aussi. Parce que le problème, il vient aussi de là. Arnaud, est-ce que tu as l'impression que dans ce mondial, on a passé un nouveau cap ? Est-ce que finalement, c'est les réseaux sociaux qui amplifient le phénomène ? Ou est-ce qu'il y a plus de décontraction sur l'expression du racisme ? Non, on va redire ce qu'on a dit, c'est la société en général qui est, et dans beaucoup de sujets d'ailleurs, pas que dans le racisme, parce qu'elle est complètement décomplexée. Mais il y a quelque chose que tu viens de citer, Bresciani, à l'instant. Oui, le joueur de Benfica. Qui avait été victime de racisme. Qui est l'arbitre qui a arrêté, entre guillemets, le match et qui a signalé, etc. C'est François Le Texier. François Le Texier a arbitré l'Argentine ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les médias argentins ont communiqué sur le fait qu'ils ne pouvaient pas être représentatifs, ils ne pouvaient pas arbitrer leur équipe parce que justement il y avait cette histoire avec Bresciani. On est chez les dingues. Alors c'est pas que ça, c'est aussi le fait qu'il soit français, qu'il y ait des antécédents entre Français et Argentins. Ils ont dit ça en premier. Mais je pense que si c'est pas un arbitre français, la polémique, tu vois, de leur côté, ça aurait pris moins d'ampleur. Pour moi, c'est plus grave. C'est-à-dire la détestation des Français aussi. Ils prennent. Tu as raison, bien sûr. Mais moi, ce que j'y vois, c'est que on est tellement décomplexé avec ce problème que
on prend, alors que le gars s'est fait choper, enfin, ce qu'il dit c'est immonde, et l'arbitre français prend la bonne décision, on justifie ça du côté argentin, il n'y a pas que eux, bien sûr, pour dire, faut pas que ça se lit, parce que, vous vous rendez compte, il est contre nous, il a fait sanctionner un joueur argentin, donc forcément c'est un vilain, etc. Enfin, à un moment, à un autre, bien sûr que je suis pas totalement idiot et naïf, un peu quand même, mais c'est pas grave. Je suis pas totalement naïf, je me doute bien que c'est un prétexte, mais c'est pire. Parce qu'on prend pour prétexte quelque chose qui ne devrait absolument pas entrer en ligne de compte, qui est la lutte contre le racisme, la lutte contre l'homophobie, etc., etc. On boucle ce dossier, cette grande question. Merci Tonton et Tata d'avoir apporté vos éclairages sur ce sujet. On va passer au terrain, ça va faire du bien, un petit peu de légèreté. Et avant qu'on attaque le gros débat de la pause fraîcheur, on va se poser la question, quelle équipe peut battre les Bleus dans cette Coupe du Monde? Sans perdre de temps, on attaque tout de suite avec France-Maroc. Les tontons du mondial, la pause fraîcheur. France-Maroc, c'est dans moins de 48 heures, quart de finale qu'on attend évidemment avec impatience, peut-être un peu de crainte, vous allez nous le dire. Et il y a un homme en tout cas qui est très prudent quand il parle du Maroc, c'est Guy Stéphane, on l'écoute. C'est une équipe qui est bien organisée, bien structurée, une équipe qui a une certaine solidité, et puis surtout une équipe qui est très bonne en transition, qui a marqué beaucoup de buts, qui en a marqué 10 je crois en 5 matchs, c'est-à-dire l'équivalent de 2 buts par match. Voilà, avec des atouts aussi individuels, que ce soit sur le côté droit ou sur le côté gauche. Donc voilà, une équipe du Maroc qui était demi-finaliste, on le sait, du dernier mondial, qui était finaliste de la dernière CAN. Voilà, c'est une équipe de qualité, indiscutablement. Organisée, structurée, bonne en transition, une équipe de qualité. Est-ce que tu partages ces mots de Guy Stéphane, Virginie? Tout à fait, je partage son avis. Faut pas sous-estimer cette équipe marocaine. Alors, ce qui est assez marrant aussi, c'est que là, justement, jeudi, c'est 5 Argentins qui vont arbitrer France-Maroc. Donc, c'est assez cocasse comme situation, mais plutôt marrant. Que dire? Moi, après, je suis assez confiante quant à notre équipe de France. Voilà, on a bien vu contre le Paraguay leur sang-froid, en plus de leur qualité technique, leur qualité humaine et notamment la qualité aussi de leader de Kylian Mbappé. On l'a vu vraiment encadrer le groupe. Moi, vraiment, je suis très confiante, j'ai même hâte de donc savourer. Donc t'es moins prudente que Guy Stéphane. Là, ça fait plaisir. C'est de l'optimisme. Je les sous-estime pas, attention, ouais. Mais par contre, pour moi, on est la meilleure équipe du monde, clairement. On l'a vu notamment lors du match de Paraguay, où justement ces joueurs ont essayé de rentrer dans nos têtes, nous ont bousculé, mais plus que bousculé. C'était du foot compliqué à regarder et finalement la France à son image a relevé la tête et resté digne et a gagné proprement. Donc je pense qu'il y a pas de souci à avoir pour les prochaines rencontres. On a toutes les qualités requises, que ça soit sur le terrain ou même les joueurs sur le banc et encore plus notre sélectionneur Dédé depuis 14 ans. Vraiment, moi je suis fan de cette équipe, je suis fan de cette Coupe du Monde. Je la trouve belle malgré toutes les polémiques qui entachent un petit peu cette Coupe du Monde. Il y a des très belles choses qui se passent et des petites nations qui brillent, mais en tout cas la nôtre brille et continuera de briller jusqu'à la finale et j'en suis certaine. Nico, dans le rapport de force France-Maroc, si on peut faire un comparatif avec la demi-finale 2022, parce qu'il y a un passé, j'allais dire un passif, en tout cas un passé entre les deux nations. Comment tu sens ce rapport de force, toi, à 48 heures du match? Je me dis. Nico, voilà. Alors là, Nico est sous un tunnel, c'est des choses qui arrivent. Je te pose la même question, Arnaud. J'attends une réponse différente de celle qu'aurait dit Nico sans la connaître. Eh bien, c'est un défi que je te lance. Eh bien, non, je déconne. Vas-y, Arnaud. Moi, je pense qu'on va la passer, mais si on passe le Maroc, on est champion du monde. Ah, c'est ouais, très je suis fort. d'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu devances le prochain thème, c'est très fort ce que tu fais. Ça s'appelle du teasing. Il anticipe. Ça s'appelle me savonner la planche surtout. Non, tu sais, à ce micro, je l'ai dit depuis le début, donc il y a pas de suspense sur ce que je pense sur le sujet. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un truc qui est hyper important et qui est hyper essentiel même dans le football, c'est la cohérence. Oui. C'est ce que fait le Maroc. Le Maroc est hyper cohérent, c'est ce que fait la France aussi, etc. Très sincèrement, au risque de choquer, j'ai trouvé aucune cohérence dans l'Argentine depuis le début du mondial. J'en ai pas beaucoup trouvé dans l'Angleterre. J'en ai pas beaucoup trouvé dans l'Espagne, qui sont on reste concentré sur. On en parle après. On reste concentré sur France-Maroc. J'arrive. Tu as raison, mais de me recadrer. Mais c'était pour aller quelque part. C'est-à-dire que toute cette cohérence-là, le Maroc là, voilà, il y a un milieu de terrain qui est extrêmement efficace, on fait bien les choses qu'on sait faire, on part pas dans des trucs de déliens, et en fait c'est en ça que c'est une équipe qui est
plus forte bien évidemment qu'il y a 4 ans. Alors après, elle était arrivée un petit peu exsangue en demi-finale. Oui, puis il leur manquait des joueurs, il y avait des blessés, etc. Ils ont renouvelé un petit peu avec certains joueurs, dont certains qu'on connaît bien, El Niaoui, Diop, sont des gens qu'on a vus en championnat de France. Donc c'est une équipe qui est très complète, très usante à jouer. Mais le jeu peut correspondre aussi à l'équipe de France beaucoup plus que le MMA contre le Paraguay. Nico, est-ce que tu es de retour parmi nous ? Ouais, vous m'entendez ou pas ? On t'entend, c'est magnifique, une belle voix, très magnifique, fluide. mais j'étais vraiment sous un tunnel en plus, c'est ça qui est beau. Mais oui, on dirait un sketch, je te sens à distance, Nicolas. Alors vas-y, dis-nous, est-ce que pour toi, comment tu vois ce rapport de force entre les deux ? Je précise, 2 absents de marque quand même pour le Maroc. Ismaël Saïbari, le meilleur attaquant marocain, 3 buts dans ce mondial, et le défenseur central, Chadi Riyad, un Maroc plutôt affaibli par rapport au début de la compétition. Comment tu vois ça, toi, Nico ? Je me dis que c'est quand même un adversaire qui est d'un autre calibre que ce que les Bleus ont pu avoir dans cette Coupe du Monde. Alors, la Norvège, ils sont impressionnants, mais l'équipe qui a joué face à la France, c'était pas l'équipe A de Norvège. Moi, j'adore cette équipe. Enfin, le Maroc, ce qu'ils ont montré face au Brésil, qui depuis a démontré, justement face à la Norvège, qu'ils n'étaient pas redoutables, loin de là. Mais ils ont quand même des atouts qui sont colossaux. Et surtout, le Maroc a un truc, c'est que il y a 4 ans, ils ont un peu mis un voile sur le complexe d'infériorité que pouvait avoir parfois le football africain d'une façon générale avec cette demi-finale de Coupe du Monde. Mais c'est que Unai Wabi, leur sélectionneur, il le dit, nous on est là pour gagner, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont complètement décomplexés, ils sont hyper ambitieux dans cette Coupe du Monde, et moi je suis sûr qu'ils se disent, on va jouer les Bleus, les yeux dans les yeux, quoi. Ils y vont vraiment pour essayer de gagner ce match, et moi j'ai vraiment hâte de voir cette rencontre. Merci Nico, tu m'as emballé. Tu sais que je comptais pas regarder ce match, tu m'as complètement donné envie de le regarder. T'es hyper convaincant. En tout cas, je vous entends. Maroc, il faut craindre. Alors, la question c'est, est-ce que c'est l'équipe qu'on doit le plus craindre ? On va se poser la question tout de suite. On se fait un peu de mentalisme là, tous ensemble, une projection de l'esprit. On passe le Maroc. Derrière, est-ce qu'il y a une équipe sur les potentiels adversaires, Argentine, Espagne qui sera a priori notre adversaire en demi-finale, l'Angleterre, tout peut encore arriver. Je cite ces 3 équipes parce que c'est les grands favoris. Est-ce que vous voyez une équipe, une nation plus forte que la France ? L'Italie. C'est très fort. L'Italie qui regarde la télé, ils sont dans leur canapé actuellement. Je vais pas changer d'avis, j'ai un peu dévoilé avant, pardonne-moi. Mais je fais exprès de te poser la question parce que j'ai pas apprécié que tu le dévoiles avant. Je te punis devant tout le monde, Arnaud. Ça va comme punition, tu peux faire mieux, je suis sûr. Pour moi, on est intouchable. Okay. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que très objectivement, sur la qualité d'effectif, sur le banc, et sur la cohérence dont je viens de parler, je vois pas. Mais est-ce que tu as vu de l'Argentine ce soir ? Il y a une sorte c'est irrationnel ce qui se passe. Oui, mais l'irrationnel, c'est bien mignon, mais c'est pas à tous les matchs. Ils ont été champions du monde il y a 4 ans, ça peut porter jusqu'à la Coupe du Monde. L'Espagne, non ? Mais ça passe. En fait, moi, l'Espagne, je sais pas si toi, Nico, et vous deux sur le plateau comme moi, mais je trouve qu'il y a des failles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des très jolis... Ils n'ont pas pris un but dans cette Coupe du Monde. Enfin, pour le coup, ils sont hyper solides. Oui. Non, mais du gardien, ils ont une défense, ils ont une assise, moi je t'avoue, avant même d'ailleurs le match d'hier, déjà ils ont pété tous les records, ils n'ont pas pris un but dans cette Coupe du Monde, mais indépendamment de ça, moi je trouve qu'ils ont une expression collective, ils ont une solidité qui en ressort. Moi, ils m'impressionnent. Je les trouve moins flamboyants dans le jeu qu'avant la Coupe du Monde, mais je les trouve tellement solides. En plus, pareil, ils sont. Et dis-toi, t'as pas Yamal à 100%, Nico Williams c'est pas là, et même comme ça, tu peux changer n'importe quel autre joueur. Ils sont toujours aussi solides, et pas que défensivement d'ailleurs. Quand tu vois le banc qu'ils ont et tout, Rodri revient en force. Moi, je les trouve impressionnants, les Espagnols aussi. Et t'as bien fait de le rappeler, 0 but encaissé depuis le début de la Coupe du Monde. Il paraît que c'est avec une grande défense qu'on devient champion du monde. Virginie, est-ce que tu partages cette maxime ? Alors je pense qu'il faut un équilibre. Comme le disait Arnaud, un équilibre, et aussi, en tout cas pour l'équipe de France, on a le meilleur gardien avec Makhménian, il est hyper solide sur sa ligne. Si on va jusqu'au tir au but, je suis totalement confiante quand t'as remporté cette Coupe du Monde. La défense, le gardien, toute une équipe, et même tout le sélectionneur et même les supporters sont importants pour remporter cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, pour moi, le Makhménian là, il va être vraiment décisif dans les matchs à venir, encore peut-être même plus que l'ossature offensive de l'équipe de France. L'Espagne qu'on devrait affronter en demi-finale, si tout se passe bien, qui nous a éliminés au dernier Euro. Arnaud, toujours pas peur? Non, pourquoi? Évidemment qu'il a raison, Nico, il y a des super joueurs, il y a une expression collective, etc. J'attends face à une vraie équipe. Moi, j'attends de les voir face à une vraie équipe. Et on peut nous reprocher ça aussi, de nous voir face à une vraie équipe. Tu trouves qu'il y a eu moins d'adversité pour l'Espagne que face à l'Espagne que pour la France? Alors, je pense que
avoir franchi comme on a franchi le Paraguay, pour moi, est une preuve. C'est-à-dire que là, c'était pas du foot, et tu passes quand même. L'Espagne. Arrête, Arnaud. Je t'attendais, Nico, parce que là, t'es en train de nous dire qu'il vaut mieux passer le Paraguay que le Portugal. T'es pas sérieux, Arnaud. Tu joues le Paraguay en huitième, et l'Espagne, ils jouent le Portugal. Ils se font jamais bousculer. Et tu vas me dire, la France, parce qu'ils ont battu le Paraguay et l'Espagne, le Portugal, la France. Arrête, Arnaud. Enfin, elle est jolie ton histoire, mais c'est pas possible. Non, mais là, c'est ton cœur qui parle, mon Nico. Je le comprends très bien. Non, c'est passer les bouchons, là. J'en ai marre. Voilà, c'est surtout ça. Mais. Sincèrement, je pense qu'il y a peu d'équipes qui seraient passées face au Paraguay. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient perdu leur nerf. Mais non, parce qu'ils auraient perdu leur nerf. Je te parle pas de football. Là, je te parle de maîtrise, de contrôle et de cohérence. Les Français ont été. Il faut marquer des buts pour gagner au foot, Arnaud. Mais si tu te prends des rouges et que t'es plus sur le terrain, c'est compliqué aussi. Et Virginie peut dégainer des rouges à tout moment, je le rappelle. Bon, attention. En plus, il me semble quand même que le deuxième meilleur buteur de la compétition, c'est un Français. Mais le fait est que. Bien sûr que l'Espagne, c'est impressionnant, c'est assez complexe, etc. J'ai un doute, tu me permets d'avoir un doute, mon Nico, quand même. Tu lui permets, Nico, ou pas ? Tu me permets quand même. Moi, j'ai toujours un doute. Je te dis pas, je te dis juste que moi, moi, je fais de la France. Moi, je fais de la France mon favori. Mais de là à dire qu'il y a aucun doute, moi, je trouve qu'il y a moins de doutes. Et attention, je sais pas, peut-être qu'ils vont se faire taper au prochain tour l'Espagne. Moi, je te dis que sur ce que dégage cette équipe en termes parce que c'est pareil, il y a un vécu dans l'équipe espagnole que l'équipe de France n'a pas. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 mois, on se demandait, mais dis-toi, les débats, c'était de savoir si Mbappé devait être titulaire en équipe de France. C'était les footix qui avaient ce débat-là. C'est plus c'est pas les footix. Quand tu vois les matchs de prépa du mois de mars, tu as le droit de te poser la question s'il n'y a pas un problème d'animation et de connexion avec certains joueurs. Il y a un truc qui se passe là depuis la Coupe du Monde qui n'existait pas avant. L'Espagne, ils ont pas ce problème. L'Espagne, ils ont le truc de tu peux enlever qui tu veux. Et d'ailleurs, il a été obligé d'enlever Yamal et Nico Williams contre son gré. L'équipe, elle continue de tourner malgré tout. Moi, c'est ça là où je te dis que je trouve qu'il y a moins de doute. Après, moi, je fais de la France le favori numéro 1 aussi, mais j'ai quand même un doute aussi avec l'équipe de France, quoi. Nico, reste dans ton émotion. T'es magnifique là avec ce Portugal qui t'a déçu. Et là, on va vivre un moment absolument historique parce que tu vas tirer un penalty de ta voiture. Alors là, les amis, les amoureux du foot n'ont jamais vu ça. On va avoir une prise d'élan exceptionnelle. Tu vas poser une question. D'ailleurs, que tous les amoureux du foot se posent après l'élimination du Portugal en Coupe du Monde. Cristiano, stop ou encore ? Allez, à tout de suite dans les Tontons du Mondial sur Sud Radio. 20h21. Allez, de retour dans les Tontons du Mondial pour la dernière partie avec Nicolas Villas, Arnaud Tulipier, Virginie Guillen, nos tontons et notre tata présents ce soir. On est dans la dernière ligne droite et vous connaissez le moment, là, c'est le penalty. C'est le moment où Nicolas il va essuyer son ballon, il va avec son maillot, il va avoir le regard déterminé. On l'imagine, son regard déterminé de Nicolas, il va s'élancer, c'est le moment du penalty. Les Tontons du Mondial, le penalty. Et ouais, Nicolas, une des conséquences de l'élimination du Portugal, c'est qu'a priori, c'est la dernière Coupe du Monde pour Cristiano. Il l'a dit hier en interview, il a confirmé. On a du mal à le croire, Cristiano sans Coupe du Monde. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que tu penses que c'est possible, Nicolas ? Écoute, je pense que c'est possible et tu vas vivre un moment de radio absolument extraordinaire. Ah, j'adore. Je pense que t'as jamais vu ça de ta vie. Mais voilà, bonjour messieurs. Waouh. Alors là, je vous explique, on a Nicolas qui arrive en studio, téléphone à la main. Il est en train de réinventer la radio. Je suis désolé. Je peux te serrer la main ? Voilà, je ne connais pas cette personne, mais je suis déjà fan de la légende. Patrick Gépolien, bonjour Arnaud. Voilà. Là, le micro va se brancher. On peut couper le téléphone. Nicolas, je suis crevé. T'as pris l'élan. Ronaldo. T'as pris l'élan depuis le parking là pour le péno, c'est ça, on est d'accord ? Non mais là, c'est-à-dire je vais foirer mon confort. Je présente mes excuses à tout le monde déjà. Je suis désolé. Une galère sur la 13, c'est tout fou le camp. Je sais pas pourquoi on paye des impôts, sérieux. Mais c'est vrai, mais t'as raison. Parlons vrai, non ? Mais les tontons, c'est le parent vrai, c'est le parent. Ouais, donc la 13, on oublie quoi. Ça y est, en fait, je suis passé devant l'accident et après j'ai tracé, j'ai fait des choses qu'il faut absolument pas faire. Enfin bref, je présente mes excuses. T'as freiné ? J'ai freiné. Justement, non. Si, j'ai freiné. Ça va, vous ? Ça va et toi ? Ça commence, ça, non ? Bon, tu sais quoi, Nicolas, j'ai quand même envie qu'on reste sur le penalty, si ça te dérange pas. Vas-y, ça peut être ton émission, on peut parler du plus de cardio, c'est un truc. Allez, on respire tranquillement. Virginie, un petit conseil cardio pour qu'il récupère là en 5 secondes. Doc Virginie. Ouais, bien sûr, faut bien s'hydrater, bien respirer et rester focus et concentré. Putain, la vache, c'est tout ça en même temps ? Ouais, tout ça en même temps. Dur. Je te repose la question. Si tu veux bien y répondre, la question elle est assez simple. Cristiano a dit pas d'autre Coupe du Monde pour moi, je m'arrête là. On n'imagine pas une légende comme Ronaldo sans avoir soulevé la Coupe du Monde. Est-ce que pour toi c'est stop ou encore pour Cristiano Ronaldo ? Écoute, déjà lui il a dit que c'était stop pour la Coupe du Monde, donc au moins ça. Mais c'est vrai qu'il y a un doute maintenant qui subsiste, à savoir est-ce qu'il va continuer notamment pour l'Euro. Alors là, le sélectionneur Roberto Martinez a déjà annoncé hier que c'était terminé.
ce qui était un secret de Polichinelle, parce qu'il est un peu en froid avec le président de la Fédé, qui a été élu après lui sa nomination. Moi, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Moi, je t'avoue que là, cette Coupe du Monde, j'ai eu de la peine pour Cristiano, parce que je trouve que Roberto Martinez lui a pas rendu service. C'est-à-dire que toutes les stars de cette Coupe du Monde, y compris les meilleurs buteurs, y compris des mecs qui ont 15 ans de moins que lui, ils ont été mis au repos. Ronaldo, il a eu 10-15 minutes face à la Croatie où il est sorti et Gonzalo Ramos marque, et lui non. Et je pense que Martinez ne lui a pas rendu service, il a pas rendu service au collectif, et il s'est pas rendu service à lui-même. Mais ça, à la limite, c'est son problème, on s'en fout. Et donc, il part avec ça, mais... Là, tu te dis quand même à 41 ans. Alors après, Ronaldo, il a très très mal vécu les dernières critiques, et pourtant il en a eu où il a dit c'est pas vous qui déciderez quand je m'en irai, c'est moi qui déciderai. Et là-dessus, je trouve qu'il a raison. C'est-à-dire que c'est à lui de dire quand il veut prendre sa retraite internationale. En revanche, c'est pas à lui de décider quand est-ce qu'il joue, s'il est dans la liste ou pas. Et c'est là où le choix du prochain sélectionneur et bon, il y a le nom de Jorge Jesus qui revient, qui était son entraîneur à Ronaldo en Arabie Saoudite jusque-là. Il va être très important. Parce qu'au Portugal, on s'était dit, on va prendre un sélectionneur étranger qui aura pas cette pression émotionnelle, voire nationale, de pouvoir le mettre de côté. Et il y a aucun sélectionneur avec qui il a eu autant de ce totem d'immunité que sur Roberto Martinez. C'est-à-dire qu'il a joué tout le temps, ou du moins quand il l'a souhaité, alors que Martinez te dit que c'est lui qui fait l'équipe, quoi. Donc moi je t'avoue, j'ai envie de lui dire merci, parce que ce mec m'a quand même fait vibrer. Et moi, le premier souvenir que j'ai de lui, c'est la finale de l'Euro 2004 au Portugal, où il est en larmes, et que le Portugal perd en finale contre la Grèce, qu'ils avaient perdu le match d'ouverture déjà face à eux. Et puis c'est tout ce qu'il a emmené derrière. Il a eu une phrase hier qui est finalement très à la Ronaldo, où il parle à la troisième personne de lui-même en mode Alain Delon. Avant Cristiano Ronaldo, dit-il, le Portugal n'avait jamais gagné de titre, et avec Cristiano Ronaldo, c'est 3 titres, c'est 1 Euro et 2 Ligue des Nations. Donc factuel. Ouais, alors il y aura toujours ce truc quand même de se dire, il lui manque quand même la belle histoire avec la Coupe du Monde. C'est le truc qui lui aura manqué. Et jusqu'à présent, dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y avait un soutien. Jamais, Manu. Je te remercie. Bon, mais du coup, je dis rien. Non, il y avait un soutien populaire au Portugal vis-à-vis de Ronaldo. Autant la presse étrangère pouvait être critique, autant on sentait une union derrière le goth du pays qui est Ronaldo. Là, depuis hier, il y a quand même des critiques mesurées. On va pas dans l'injure ni rien, mais on sent quand même que certains médias commencent à se retourner et disent bon, on t'adore, mais stop, quoi. Alors, il y a pas mal d'éditos qui disent ouais, effectivement, peut-être que l'heure de la fin est arrivée. Mais pourquoi ? Parce que justement, il y a cette interrogation, à savoir, lui t'explique que c'est sa dernière Coupe du Monde. Il laisse planer le doute sur le prochain Euro qui va arriver, et qui est quand même une échéance qui est importante. Et il y a le truc de se dire on arrête, mais comment ? En fait, si tu veux, c'est pas vraiment une critique, c'est presque de la bienveillance et un conseil. C'est-à-dire, c'est des mecs qui ont ma génération, qui ont grandi en même temps que lui, et qui lui disent écoute, franchement, merci pour tout ce que t'as fait, mais je pense qu'arrive un moment, il faut savoir dire stop. Et celui qui prend vraiment cher, mais c'est pas Ronaldo. C'est le coach. Mais c'est Roberto Martinez. Mais pour un truc, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi là-dessus, qui disent oui, mais Ronaldo, c'est une marque, il est intouchable. En gros, il fait ce qu'il veut. Mais je suis désolé, moi, jusqu'à preuve du contraire, il y a un gars qui est là pour prendre des décisions. Il a un diplôme d'entraîneur. Il a un statut à respecter. Quand il voit que le match, il va pas dans le sens de son histoire, il faut qu'il se démerde pour écrire un scénario différent, quoi. Arnaud, t'es d'accord avec ça ? D'abord, est-ce que Cristiano, tu penses que ça va s'arrêter là ? Et est-ce que tu penses que le principal responsable, c'est Roberto Martinez ? Oui, on l'a déjà dit, et Nico et moi à ce micro, donc on en était d'accord. Il a ruiné la Belgique, et on voit ce que la Belgique est en train de faire. Alors oui, évidemment, ils n'ont pas gagné contre des grands adversaires, mais on a vu quand même une certaine cohérence. On reparle de cohérence. Roberto Martinez, la dernière fois qu'il a été cohérent, je sais pas, c'est peut-être en CP ou au CE1, mais en tout cas pas dans ses choix. Et je crois qu'il a son brevet quand même. Ah, tu crois ? Ouais, je pense. Mais il a eu rattrapage. Mais par contre, il y a un truc qui est important, si je ne m'abuse, c'est où se déroule la prochaine Coupe du Monde. Eh oui. Alors le truc c'est 2030. Alors 2030 c'est Portugal, Espagne et Maroc. Et Uruguay. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Alors il y a les fameux matchs d'ouverture. Mais alors si tu veux, il y a un truc, c'est que, et ça par exemple ça fait partie, on va dire, du nouveau business plan de Cristiano Ronaldo. Il est ambassadeur de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il était dans le bureau de Trump il y a quelques mois. Et lui, il est ambassadeur de la Coupe du Monde d'après, en 2034, en Arabie Saoudite. Et la Coupe du Monde qui sera au Portugal, en Espagne et au Maroc, il y a une grosse symbolique. J'ai même vu d'ailleurs, je crois que c'est le Premier ministre portugais hier, Montenegro, qui disait, en gros, il faut qu'il soit là à la prochaine Coupe du Monde parce qu'elle va être chez nous. Tu vois, il y a déjà quand même ce truc, ce poids en termes d'image. Mais je pense que même Ronaldo, d'ailleurs s'il le dit lui-même, c'est ma dernière Coupe du Monde. Là, en vérité, le débat c'est pas tant 2030. Oui, j'ai bien compris. C'est l'Euro, c'est le prochain Euro. Là, voilà, c'est ce qui va arriver, c'est 2028. Et est-ce qu'il sera encore là ou pas ? Et on sait que tu le dis, t'as raison, c'est un affectif. CR7, est-ce que s'il se sent désiré ou pas, ça peut influencer son choix? Virginie, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que le soutien ou la pression populaire peut jouer sur le choix de Cristiano de continuer ou pas avec la sélection?
Non, je pense qu'il connaît ses qualités techniques, ses qualités footballistiques, humaines et sa carrière parle d'elle-même. Donc je pense pas que les médias ou la pression de son pays peut influencer sa décision. Je suis certaine qu'il connaît en fait vraiment ses limites et ses capacités. C'est quelqu'un qui a une grande ambition et c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de d'être moins c'est pas forcément une question aussi on va dire de s'entendre ou pas avec le sélectionneur, même si ça lui joue, bien sûr. Tu veux dire. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est façonné toute sa vie à travers lui-même, à travers ses compétences, ses capacités et en toute objectivité, je suis sûr que s'il a envie de continuer, il continuera. C'est quelqu'un, j'ai regardé pas mal de reportages sur sa vie, etc. C'est quelqu'un d'extrêmement méticuleux dans tout, que ça soit dans sa nutrition, dans sa récupération sportive, dans ses divertissements. C'est vraiment un joueur, un grand champion. Mais plus au-delà que du ça, footballeur, ouais. Au-delà, il a une mentalité, en tout cas, dans sa discipline exceptionnelle. Humainement, je sais pas comment il se comporte avec sa famille, etc. Mais en tout cas, dans sa capacité footballistique, il est exceptionnel. Il a une discipline et un équilibre